Et c'est parti. Donc, bonsoir tout le monde officiellement. Merci d'être avec nous. Mon nom est Annie Brissette, je suis directrice des opérations d'Agile Montréal. Pour ceux qui ne connaissent moins, Agile Montréal, c'est vraiment un organisme à but non lucratif qui a pour but de promouvoir l'agilité auprès des organisations. C'est aussi une destination, je dirais, pour les professionnels de l'agilité pour apprendre, échanger, partager des expériences. Donc, je vous invite vraiment à venir sur notre site web pour voir ce qu'on fait. On a beaucoup d'événements mensuels qui sont gratuits. On a des événements de plus grande envergure comme Agile Tour. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent cet événement-là. On a un programme de mentorat, on a un Slack où est-ce que les gens de la communauté peuvent échanger. Donc, je vais vous partager le lien de notre site web dans le chat. Puis, je vous invite à consulter le site web, nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner aussi à notre infolette si ça vous tente. Avant de passer la parole à Olivier et Marine, peut-être que je demanderais juste aux gens d'éteindre leur micro pendant la présentation. Puis de toute façon, ils vont vous donner des indications par rapport à la manière de poser vos questions tout au long de la conférence. Donc, sans plus tarder, Olivier et Marine, je vous cède la parole. Bonsoir à tous, ravi d'être là, ravi d'être avec vous. Je vais donner les règles et puis après je vais laisser Marine commencer. Au niveau des règles, pour les questions, vous pouvez utiliser le chat pour les poser. Je vais essayer, pendant que Marine parle, d'en prendre au vol et puis de voir si on peut rebondir dessus. Sinon, on les prendra à la fin. On va se laisser le temps qu'il faut à la fin pour les prendre. Donc, utilisez le chat. Et je laisse donc la parole à Marine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire Clash of Clans UX contre Agile. Comment les réunir? Le gros questionnement que nous aussi, on s'est posé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a trouvé quelques pistes de solutions. Et on s'est dit, ce sont des choses qui vont sûrement intéresser des confrères et des consoeurs qui se posaient les mêmes questions que nous. Alors, je me présente. Moi, je suis Marine Piédoux. Je suis lead UX chez Maltem Canada. Donc, je suis super heureuse de partager ce moment avec vous et avec mon binôme, mon compère Olivier. Et le compère se présente, il s'appelle Olivier Beretti, je suis directeur de la pratique Agile chez Maltem Canada. Et au début, j'aimais pas du tout Marine et maintenant je l'adore et on va vous expliquer comment on a fait pour devenir les meilleurs amis du monde. C'est ça. Si vous souhaitez garder contact avec nous, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. C'est avec grand plaisir qu'on prendra relation avec vous et qu'on pourra répondre aussi à des questions plus tard si vous en avez après ce webinaire. On tient à remercier chaleureusement les cercles UX le cercle UX et le cercle Agile de Maltem Canada parce que sans toutes ces personnes, sans tous ces cerveaux, on n'aurait pas pu produire autant et apporter autant de qualité à notre webinaire. Donc, on les remercie vraiment chaleureusement du fond du cœur parce que c'est vraiment un travail de collaboration, de co-création. Et on remercie aussi Agile Montréal de nous offrir l'opportunité de faire ce webinaire aujourd'hui. Merci pour toute la logistique aussi. Merci beaucoup. Exactement. Alors, on sait que l'UX et l'agilité, ce sont deux philosophies différentes à première vue. Après, on va rentrer en détail et on va voir ensemble si vraiment ces deux philosophies sont aussi différentes qu'on le pense. Donc, pour commencer, on va visionner une vidéo qui explique justement les choses. Si ça veut bien s'ouvrir. Hop, c'est bon. Au début du développement informatique, la logique voulait que l'on définisse toutes les composantes fonctionnelles, techniques et visuelles à l'avance pour avoir une idée claire du résultat final afin de planifier en conséquence. Cette méthodologie très linéaire manquait de flexibilité et c'est pourquoi la méthodologie agile, qui regroupe les différentes fonctions dans des équipes de développement, a rencontré autant de succès. Les équipes peuvent alors rapidement réagir à tout changement de portée détecté durant les différentes phases de développement. Cependant, une dernière composante essentielle au développement de toute fonctionnalité qui inclut une quelconque interaction par l'utilisateur final est souvent mal intégrée aux escouades agiles, les spécialistes en expérience utilisateur. Ce manque d'intégration est à tel point que l'on parle régulièrement d'agile UX, comme si c'était un nouveau concept différent de la méthodologie agile standard, alors qu'il n'y a fondamentalement pas de raison que le UX n'y soit pas déjà inclus. Dans cette première partie de notre présentation, nous allons expliquer les causes principales de ce manquement, les problèmes que cela entraîne, et enfin une piste de solution qui sera approfondie dans les parties suivantes.
voilà la première vidéo d'introduction au sujet. On a une question ou deux à vous poser. Donc Olivier, je te laisse partager le sondage. Donc si vous pouviez y répondre, on se laisse 1 minute 30 pour répondre aux questions. Comment ça se passe aujourd'hui dans votre quotidien, dans vos entreprises? Voilà, donc vous avez le lien, pardon Marine, vous avez le lien dans le chat, donc vous pouvez cliquer dessus, ça va vous ouvrir sur un Microsoft Forms, et puis vous avez 2 petites questions rapides à remplir. On vous laisse une petite minute. Merci à vous. Pendant cette minute, Olivier et Marine, voudriez-vous faire part de la méthode dans laquelle vous allez prendre des questions pendant votre conférence? Oui, alors je crois que je l'ai dit au début, mais je vais Oui. le répéter parce que c'est peut-être pas super clair. Donc, vous pouvez utiliser le chat par écrit pour poser vos questions au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais essayer d'en prendre à la volée quand Marine parlera, et à l'inverse, quand moi je parlerai, Marine essaiera d'en prendre à la volée. Mais on va se garder du temps, bien sûr, à la fin du meet-up pour les reprendre. Et donc, ce sera Annie qui nous shootera comme ça les questions, nous enverra les questions à l'un et à l'autre. Et voilà, et on essaiera de répondre au plus possible de vos questions. Oui, exactement. Eh ben, on va pouvoir continuer. Oui. Alors, très souvent, comme je le disais tout à l'heure, la philosophie UX, on pense qu'elle n'est pas du tout la même que la philosophie agile. Très souvent, les agilistes pensent que les UX, ils sont trop focus sur le produit fini, on veut le parcours dans sa globalité, il faut que tout soit dans le moindre détail, on veut toutes les fonctionnalités et tout ça. La vision des agilistes, nous, en tant qu'UX, on se dit, les agilistes, ils n'arrivent pas à se projeter dans le produit fini, justement. Et bien, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, c'est faux. Les UX, comme les agilistes, ils vont chercher à avancer progressivement dans le processus de conception en justement rencontrant nos utilisateurs de façon régulière. Donc, on se base sur des itérations aussi. Pour récupérer justement les enseignements de nos utilisateurs et venir améliorer de façon continue le produit et les fonctionnalités sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Les agilistes, eux, comme les UX, ils vont chercher à se projeter aussi dans le futur à travers la product vision. Et ils vont définir des product goals. Ça va être les étapes pour atteindre justement la vision. Et à chaque itération va permettre aux équipes de se rapprocher du product goals, justement. Et c'est pour ça que le product goals doit être hyper bien défini en amont, au tout début de projet. Et les deux philosophies, les deux équipes ont un point en commun, c'est qu'un objectif commun, c'est le succès du produit. Il y a quand même quelques divergences entre les deux disciplines. L'UX designer, lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est à s'appuyer sur 3 piliers quand il conçoit son produit, à savoir l'utilité. Donc, est-ce que mon produit va répondre à un besoin, va répondre à une problématique pour mes utilisateurs? Est-ce qu'il est utilisable? C'est-à-dire, est-ce que dans le quotidien, mes utilisateurs le prennent facilement en main? Et est-ce que dans sa désirabilité, mes utilisateurs ont envie d'y revenir aussi parce que c'est un produit qui leur est indispensable au quotidien, par exemple? Tandis que le PO, lui, il va chercher à privilégier la notion de rentabilité de son produit d'un point de vue business pour l'entreprise. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, puisque un produit, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit utile, utilisable et désirable. Et si l'UX designer veut que son produit soit pérenne et qu'il voit le jour à un moment donné, qu'il sorte auprès des utilisateurs, il faut que le produit aussi soit rentable. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que l'UX et le PO, il faut que ce soit une histoire d'amour, un tandem de choc. Comme c'est devenu entre Olivier et moi, justement. Oh là là, ne dévoile pas tout, Marine, s'il te plaît. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Eh ben, on va regarder votre sondage. Donc, c'est super, on a une parfaite égalité entre le oui et le non sur la première question qui était « Est-ce que les UX, UI et le PO et les développeurs sont dans la même équipe ?» Donc, on en a 50% qui a dit oui, 50% qui a dit non. On en a un qui a dit « je ne sais pas ».
Est-ce que vous avez l'impression que vos UX, UI et vos PO et vos développeurs se comprennent? La moyenne est de 2,8. Donc, ce n'est pas encore ça. Eh bien, ça tombe bien. On va regarder. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu. J'ai un 1 de plus sur les noms. Donc, visiblement, ça fait pencher la balance dans les UX ne sont pas dans la même équipe que les développeurs et le PO. Alors, qu'est-ce qui se passe en vrai? Ah, ça continue à bouger. Je vais arrêter là, c'est bon. Malheureusement, les entreprises ont tendance à séparer d'un point de vue organisationnel les agilistes et les UX. Et ça a de fâcheuses conséquences. La première conséquence, c'est qu'on a des UX qui ne connaissent pas l'environnement technique. Et donc, la faisabilité, la complexité de ce qu'ils demandent. L'autre conséquence, c'est qu'on peut avoir des product owners qui ne sont pas tellement rodés à la méthodologie UX et qui interprètent mal les besoins des utilisateurs. Troisième conséquence, ça peut bloquer le flux de livraison. Et oui, qu'est-ce qui se passe quand un développeur attend les maquettes de lui? Ou qu'est-ce qui se passe quand il attend une validation de l'UX pour pouvoir envoyer son développement en validation ou en UAT ou je ne sais pas, etc., etc. Donc, ça bloque le flux. Donc, au final, on a quoi? Il en résulte qu'on peut se retrouver avec un produit avec une expérience utilisateur défaillante et également qui est livré en retard. Donc, tout simplement, ce qu'on conseille, c'est d'éviter de cloisonner les UX et de les éloigner du terrain, et donc de les intégrer dans les équipes agiles. Alors là, on n'invente rien du tout, on est en train de parler d'équipes pluridisciplinaires, c'est un des fondements de l'agilité. Les avantages qu'on va en retirer, c'est qu'en étant directement impliqué dans l'équipe agile, l'UX va pouvoir faire remonter les enjeux des utilisateurs de façon quotidienne. Et le deuxième avantage, c'est qu'il pourra mieux comprendre la réalité des développeurs et leurs contraintes. On voit là sur le petit schéma qu'on a laissé des communautés de pratique. On va vous en parler juste après. Vas-y, Marie. J'ai juste envie de rebondir sur quelque chose. C'est vrai que tu as parlé d'UX designer et d'UI designer. Donc, nous, on fait vraiment la distinction entre ces deux disciplines, ces deux métiers. Mais très souvent, dans le webinaire, on va parler d'UX en général et du coup, on va inclure aussi les UI qui, eux, s'occupent justement du prototypage, de la maquette en haute définition. Voilà, c'est juste une petite précision. Merci, Marine. Du coup, oui, ça c'est bien joli ce que vous nous dites là, les gars, mais si j'ai pas assez d'UX, je fais comment? L'UX peut être partagé entre deux équipes si cela est vraiment nécessaire, mais ça nécessite quand même de réserver, nous ce qu'on vous conseille de faire, c'est de réserver des jours fixes dans chaque équipe. Par exemple, j'ai un UX, il est partagé entre deux équipes. Le lundi, mardi, il est avec l'équipe A. Le mercredi, jeudi, il est avec l'équipe B. Et le vendredi, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose? Ben non. Le vendredi, il travaille dans sa communauté de pratique UX. Quel est l'avantage de cette solution, d'avoir ce découpage et puis cette fameuse communauté de pratique? C'est que déjà, ça va permettre aux UX d'être informés des autres initiatives, parce qu'ils vont garder quand même un œil sur ce qui se fait autour en échangeant avec leurs pairs en communauté de pratique. Deuxième avantage, c'est que ça permettra finalement d'avoir une expérience utilisateur homogène entre les différentes applications que fournit votre entreprise à ses clients. Parce que les UX, ils vont se parler entre eux, ils vont se montrer les choses. Et enfin, la dernière chose, et pas des moindres, c'est que ça va permettre de réutiliser et de diffuser les bonnes pratiques UX dans votre écosystème. Et si vous réutilisez des choses qui ont été faites par un UX à un autre endroit, vous gagnez du temps. Nous, notre expérience terrain, c'est quand même de faire attention à ce partage de ressources. C'est que il va falloir un petit peu organiser. Organiser quoi? Organiser les rituels des équipes agiles pour qu'ils ne tombent pas exactement au même moment. Si vous faites, par exemple, un design sprint sur une équipe, ne le faites pas en même temps sur l'autre équipe, etc., etc. Et puis, une chose qu'on a vue aussi sur le terrain, là, c'est vraiment l'expérience qui parle, je dirais, plus de Marine, c'est les UX. Il faut leur apprendre à dire non. Ils ont tendance à vouloir être sur toutes les initiatives à la fois. Et donc, il faut un petit peu, des fois, les ralentir et leur apprendre à dire non, mais ça, je ne peux pas prendre. Juste pour information, moi, je viens plutôt du monde de l'agilité. C'est une technique que j'ai dû souvent employer parce qu'il y a des ressources rares sur le marché, notamment des ressources comme analyse d'affaires, QA, donc les testeurs, etc. Ce ne sont pas des ressources qu'on trouve à tous les coins de rue. Et du coup, cette technique de répartir sur des jours bien définis, etc., fonctionne assez bien. Au secours, ils ne parlent toujours pas la même langue. Et oui, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont dans la même équipe qu'ils se comprennent. Au contraire, des fois, ils vont se mettre des petits coups de pied en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
On va tout d'abord les sensibiliser. On va sensibiliser les UX et l'UI à l'agilité. Comme ça, ils comprendront comment fonctionne le rythme. Si par exemple on est en Scrum, ils comprendront comment fonctionnent les sprints, ils pourront donner leur feedback au bon moment, etc., etc. Au contraire, on va sensibiliser les agilistes à l'UX pour qu'ils aient une meilleure idée des besoins utilisateurs et pour qu'ils puissent être capables de développer les bonnes fonctionnalités au bon moment. Excuse-moi, je te coupe. Et aussi que les agilistes comprennent que nous, en tant que UX, on ne fait pas que des maquettes, justement. Ah bon? Eh non. Marrant ça. On va les former, les UX, UI aussi à l'environnement technique. Et oui, pour qu'ils sachent que l'environnement technique permet de faire les capacités, est-ce que c'est flexible, c'est quoi les contraintes techniques, etc. Parce que sinon, il va avoir tendance à proposer des choses qui sont trop complexes ou carrément infaisables. Une autre chose qu'on conseille aussi beaucoup, c'est de former le PO et les analystes d'affaires à la démarche centrée utilisateur. C'est vraiment quelque chose qu'on conseille. C'est un peu d'investissement, mais vraiment faites-le. Et n'oubliez pas de demander à un coach agile d'accompagner l'équipe dès sa création pour ancrer les bonnes habitudes dès le début. Finalement, ce qu'on est en train de se dire là, si on prend un peu de recul, c'est qu'on est en train de se dire privilégier les profils T-shape, c'est-à-dire d'aller chercher, d'aller autoriser vos profils. Donc T-shape, ça vient de l'anglais, vous savez, c'est les profils qui ont une verticalité, c'est leur expertise, qui en horizontale sont capables d'aller voir un peu ce qui se fait autour. C'est ça qu'on va essayer de faire. Et sur l'image qu'on a représentée, un petit bonhomme un peu rouge et bleu, c'est justement ces fameux profils qui vont pouvoir mieux discuter ensemble. Et le petit cadeau, comme on est des gens super sympas, on vous offre un petit cadeau qu'on vous mettra dans le chat, vous pourrez le télécharger. On vous offre un jeu de cartes qu'on a constitué, merci à nos cercles encore une fois, qui est un jeu de 2 vérités, un mensonge. Donc je suppose que vous connaissez le jeu, vous avez déjà joué à ça, il faut deviner où se trouve le mensonge. Et c'est un jeu que vous pourrez utiliser comme activité de team building, notamment au démarrage de votre équipe, pour sensibiliser les UX, ceux qui connaissent mieux l'UX à la partie agilité, ceux qui connaissent mieux l'agilité à la partie UX. Et c'est un jeu qu'on peut utiliser aussi tout au long du projet avec ses équipes pour justement faire un petit refresh à se dire, tiens, est-ce que tu as évolué justement dans tes connaissances de l'UX ou de l'agilité? Exactement. Ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas au départ que ça ne marche pas le team building, il faut le faire tout le temps régulièrement. On va passer à la next slide. On nous dit, c'est vrai, quelque chose d'intéressant, un autre facteur de succès est de former les Scrum Masters à l'UX et parce qu'ils ont tendance à focuser sur le développement. Alors, excellent, je sais qui est-ce qui a dit ça? Lily, bravo Lily, oui, tout à fait. Et quand on disait de sensibiliser UX et lui à l'agilité, oui, il faut prendre en compte le Scrum Master, quand on disait de sensibiliser toute l'équipe produit à l'UX, il faut prendre en compte le Scrum Master dedans, absolument, c'est tout à fait vrai. Et il y a Inès qui nous dit aussi, l'intervention de l'UX se fait au début de chaque sprint. Si oui, ceci ne va pas intervenir, va pas ralentir. Alors là, tu devances justement. Tu devances le meet-up, Inès. Donc, on va parler de ça dans l'acte 3. Oui, tu auras la réponse à ta question tout à l'heure. Ouais. On espère. Juste un petit tips qu'on vous partage, un tips de pro. Si vous avez un PO avec des compétences en UX, gardez-le, choyez-le, parce que c'est rare et parce que c'est vraiment mieux. Ça va lui permettre de comprendre les besoins dans son entièreté, à la fois le point de vue du commanditaire qui, lui, paye pour le produit, donc qui veut un retour sur investissement, et puis des utilisateurs qui veulent un produit qui soit désirable et qui soit utilisable. Donc, c'est vraiment important. En plus, ça fera un très bon modérateur entre les développeurs et l'UX, si toutefois il y a encore des petits problèmes, parce qu'il va comprendre la réalité des deux mondes. Attention, quand on dit un PO qui a des compétences en UX, on ne veut pas juste quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui a une expérience terrain. Et pour ma part, j'ai déjà vu des UX, des anciens UX, mon ancienne entreprise, qui ont émis le souhait d'aller vers un rôle de PO et qui s'en sont très très bien sortis. Donc c'est un chemin d'évolution de carrière qui est assez naturel. Et donc on vous conseille de le mettre en place dans vos entreprises, ce passage entre le monde UX pour aller vers un rôle de PO ou PO pour aller vers un rôle UX. Moi, j'ai connu l'inverse, des UX qui allaient vers le rôle du PO, justement. Donc, si on résume ce qu'on vient de voir dans la première partie, c'est quoi? Eh bien, on a vu que ça prenait de faire une équipe pluridisciplinaire. On a vu que la formation et la sensibilisation, c'était clé. Et on a vu qu'avoir un PO avec des compétences UX, c'est encore mieux. Alors, on va vous raconter une petite blague. Et là, je vais faire un blanc. J'adore faire des blancs. Est-ce que vous connaissez le point commun entre un UX et un agiliste? Eh bien, je peux répondre? Ah, vas-y, Marine! Le post-it! Mais oui, on dirait que tu la connais. Et oui, parce que les UX utilisent les post-it pour les ateliers de co-conception.
Et les agilistes utilisent les post-it pour les tableaux de suivi de tâches. Donc, sur le papier, ils devraient bien s'entendre, non? Tu me fais les rire, Marine, parce que je me sens seule. Merci, Marine. Ok, on a vu tout ça. Est-ce qu'on est rendu à la fin de notre webinaire? Non, non, ça ne va pas marcher en fait. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce que quand on va passer à la phase idéation du produit, il va y avoir encore des écarts et même l'écart peut se creuser. Marine, je te laisse la parole. Alors, comment intégrer la recherche utilisateur dans les projets agiles? Ça, c'est le grand questionnement en tant qu'UX. On aimerait bien trouver une place, se faufiler pour intégrer notre recherche utilisateur dans les projets. Alors, on va vous présenter une autre vidéo d'introduction aussi au sujet. Hop. Il faut que je cadre bien sur mon écran. Voilà, donc il y a quand même une incompréhension, une vision biaisée de quelles sont les journées de l'UX et quelles sont les journées du PO. Alors justement, on a une question encore à vous poser. Donc Olivier, je te laisse partager le lien du sondage. C'est fait. Super. Hop. Juste avant la réponse d'Annie, donc vous avez sondage numéro 2, vous avez un petit lien Forms. Pareil, on va vous laisser une petite minute. Ouais. Et là, on va parler de recherche utilisateur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est parce qu'on a perdu nos utilisateurs, on ne les retrouve pas? Du coup, il faut aller à leur recherche. Je nous vois bien. Mais... Je meuble, Marine, je meuble. Non, mais tu as raison. Hein. Souvent, bah oui. Nous, on se considère comme étant des détectives, hein, d'une certaine façon, en tant que tu vois. Donc, ça marche, ça marche. Et oui, effectivement, pour répondre à Pierre-Antoine, il y aura un enregistrement. Il va être partagé sur les réseaux sociaux. Donc, comme ça, si tout le monde voulait avoir l'information. Ah, ça y est, on commence à avoir des réponses intéressantes. Super. Bon, bah, je propose d'avancer. Vas-y, avance. Alors, la recherche utilisateur, pourquoi faire? Eh bien, est-ce que vous avez déjà entendu, moi en tant qu'UX, j'ai très souvent entendu ça, qu'on ne va pas aller déranger nos utilisateurs, de toute façon, on les connaît, donc il n'y a pas besoin d'aller les voir pour aller les questionner ou autre. Ou sinon, j'ai déjà entendu que la recherche utilisateur, ça prend beaucoup trop de temps et on ne peut pas se permettre d'avoir du retard sur le projet. Et pourtant, on se rend compte avec justement des études qui ont été faites. Justement, vous pourrez revoir tout à la fin de ces slides. On a mis le lien vers les études et des liens vers d'autres outils que vous pourrez utiliser. Pardon. Il y a presque 53% des projets qui sont remis en question, soit dans le budget, dans le délai ou les fonctionnalités. Mais les principales causes qui ont été identifiées, c'est l'absence de la participation, de la consultation de ces utilisateurs et des besoins qui sont incomplets. Et il y a une autre étude de Walmart Canada
qui explique que là, ils ont augmenté justement de 13% ces revenus parce qu'ils ont adapté l'expérience de leurs clients. Donc, ça veut dire qu'ils ont à un moment donné été rencontrer leurs clients, leurs utilisateurs pour les comprendre et du coup adapter l'expérience en fonction de leurs besoins et de leurs problématiques. Si je peux me permettre, Marine, il y a un autre exemple, c'est l'exemple d'Eloqua. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite entreprise qui à l'origine était une start-up, qui a maintenant pas mal grossi quand même. Elle proposait initialement un service de messagerie instantanée à ses clients, donc des entreprises plutôt, donc la messagerie B2B. Et puis ils se sont rendus compte, en allant faire justement de la recherche utilisateur, que l'attente de leurs clients ne portait pas sur la messagerie instantanée, mais plutôt sur la génération et le suivi des contacts commerciaux par email. Donc ils ont pivoté, c'est-à-dire qu'ils ont changé complètement leurs produits, leur façon de voir les choses, etc. Ils ont tout redéveloppé. Et aujourd'hui, ils marchent bien Eloqua. Il y a des grands acteurs qui les utilisent et ils ont véritablement réussi leur pivot grâce à la recherche utilisateur. Donc, on voit que ça a quand même un intérêt de faire de la recherche utilisateur. Oui. Mais réellement, qu'est-ce que c'est que la recherche utilisateur? La recherche utilisateur, donc comme on l'a vu dans la vidéo, très souvent on pense que les UX, leur job, c'est de faire des mock-ups, des wireframes, en gros d'être vraiment focus sur le prototypage et d'imaginer des parcours globaux. Eh bien non. Alors, c'est une partie de notre travail, mais une grosse partie aussi de notre job, c'est d'aller rencontrer nos utilisateurs. Donc, ça fait partie de notre processus de conception. Ce qu'on va faire pour essayer pour rencontrer ces utilisateurs, on va employer différentes techniques, différentes méthodes qui vont nous permettre d'identifier les comportements des utilisateurs, comprendre leurs problèmes, essayer d'identifier justement leurs attentes et de valider ou invalider nos hypothèses. Parce que forcément, quand on est dans un projet, on a nos propres idées, nos propres perceptions. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est justement en allant rencontrer les utilisateurs, c'est de voir si ces idées, ça peut coller avec le besoin et avec les problèmes qu'ils rencontrent. La recherche utilisateur, elle nous permet de récolter des données autant qualitatives que quantitatives. Donc, quand on est dans la rencontre en direct avec nos utilisateurs, on est plus dans ce qu'on appelle du qualitatif. Et quand on est dans l'envoi de questionnaires en masse ou ce genre de choses, là, on est dans le quantitatif. Cela, donc, comme c'est expliqué, cela passe forcément par plusieurs rencontres avec ces utilisateurs. Il ne faut pas se dire, ça y est, je les ai vus une fois, je les ai interrogés une fois, ça suffit pour tout mon projet. Non, on l'a dit en tout début, l'UX, il fonctionne de façon itérative. Donc, à chaque fois qu'il va produire quelque chose, qu'il va y avoir des hypothèses au moment des ateliers d'idéation, par exemple, on va chercher à aller confronter tout ça auprès de nos utilisateurs. Ce qui est intéressant aussi dans la recherche utilisateur, c'est ce que je disais, ça permet de valider ou invalider nos hypothèses. Donc, les hypothèses, généralement, ça vient de nos propres intuitions. Moi, j'ai une petite anecdote sur un projet que j'ai accompagné. C'est une association en France qui cherchait à développer une application mobile pour les jeunes, pour leur apprendre à mieux gérer leur budget, à comprendre comment on remplit un chèque, comment on fait un crédit, ce genre de choses. Donc, ça s'appelait le brevet de sécurité financière. Et ils étaient partis dans l'idée justement de faire une application mobile pour apprendre aux jeunes à mieux gérer le budget. Et pourquoi, en fait, ils sont partis dans cette idée-là, une application mobile? Parce qu'ils partaient du constat, donc ils avaient ce qu'on appelle un biais cognitif, qu'on ne va pas détailler, mais je vous invite fortement à aller creuser ce sujet-là, en se disant, vu que c'est des jeunes, des ados, allant de 13 à 18 ans, ils sont tous sur leur smartphone. Donc, forcément, ils vont adorer ce qu'on va leur proposer. Et en fait, la recherche utilisateur que j'ai été faite auprès de ces jeunes a démontré, a mis en lumière que ces jeunes ne voulaient pas du tout d'application mobile pour apprendre. Ce qu'ils voulaient, c'était être au contact d'investisseurs, d'assureurs, de professionnels, d'entrepreneurs qui viendraient leur apprendre, justement, raconter des anecdotes. Ce qu'ils voulaient, c'était faire une sorte d'escape game, un jeu géant dans la ville pour apprendre à gérer un budget. Ils voulaient vraiment avoir ce contact humain, en fait. Donc, c'était très intéressant, justement, et c'est venu complètement invalider l'hypothèse de départ qui était de les jeunes veulent une application mobile.
Donc, la recherche utilisateur, ce qu'il faut se dire, ce n'est absolument pas aller demander à ces utilisateurs ce dont ils ont besoin, parce que les gens ne savent pas forcément ce dont ils ont besoin. Ils sont plus aptes, on est beaucoup plus câblés à dire les problèmes qu'on a. Et nous, après, en tant qu'UX, justement, en les observant dans leur contexte d'usage, en leur posant des questions, on arrive à identifier les problématiques en cause, les causes profondes. Ça va nous permettre aussi quand on parle de recherche utilisateur, le test utilisateur, ça fait aussi partie d'un processus de recherche, puisque on est au contact de l'utilisateur, on cherche à lui poser des questions sur un prototype, sur quelque chose de palpable, quelque chose d'existant. Et Henry Ford, c'est ce qu'il disait, c'est si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Comme je disais, très souvent, les gens ont aussi… Alors, il y a des gens qui arrivent à se projeter, il n'y a aucun souci, mais il y a d'autres personnes qui n'y arrivent pas du tout. Donc, ça peut être compliqué pour eux de dire ce dont ils ont réellement besoin, en fait. Hop. Marine, juste plus récemment, il y a Steve Jobs qui a dit, il y a une dizaine d'années, je pense, vous ne pouvez pas demander aux gens ce que va être la prochaine révolution, qui était vraiment dans le même genre d'approche. Effectivement. Alors, comment intégrer la recherche utilisateur dans le processus global de la création justement du produit, en tout début de projet. Comme on l'a dit, l'UX et le PO, c'est un tandem de choc. Donc, ils vont co-travailler ensemble dans cette définition du produit, justement. Avec la première étape, définir un proto-persona. Donc, c'est un prototype du persona ou des personas, des cibles qu'on cherche à atteindre. Et justement, cette seconde étape, c'est d'aller valider ces hypothèses. Est-ce que nos proto-personas qu'on aura imaginés, est-ce que ce sont des vrais problèmes qu'ils rencontrent? Ensuite, on va faire des ateliers d'idéation pour générer des idées autour de ça, comme par exemple la Product Box, c'est ici qu'on l'intègre. Ensuite, on va travailler la proposition de valeur. Donc, c'est hyper important que l'UX soit aussi présent à ces étapes-là, parce qu'on l'a dit au début, l'UX designer, pour que son produit voit le jour, il faut qu'il ait connaissance aussi de la vision business du produit. Donc, c'est hyper important qu'il soit présent à cette étape aussi. On a la phase de prototypage. Donc, en fonction des ateliers d'idéation qui auront été faits, l'UX il va pouvoir commencer à prototyper. Donc, un prototype, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être un parcours où justement on va inviter l'utilisateur à se projeter dedans. Ça peut être une maquette cliquable version très basse définition. Et il va justement aller tester le ou les prototypes auprès des utilisateurs pour commencer à récolter du feedback et voir si les concepts génèrent de l'appétence auprès des utilisateurs. Ensuite, on peut faire une recherche quantitative. Justement, c'est là qu'on va chercher Olivier, je perds le terme là, zut. Au niveau de la recherche. À quantifier le marché, à voir s'il y a du retour sur le marché. Voilà. C'est ça, l'étude de marché. C'est à ce moment-là l'étude de marché, voilà. On peut la faire. Merci, je trouvais tout le mot, vous l'avez perdu. Ensuite, on va soit faire le Lean Canvas, donc après, ça dépend vraiment de l'appétence avec l'outil des personnes, mais soit le Business Model Canvas ou le Lean Canvas. On va travailler les objectifs and key results, donc les OKR, donc ça, ce sont les critères de succès mesurables. Et ensuite, on va pouvoir entamer le story mapping qui va venir alimenter le backlog. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le sondage qui a été fait? Oui, c'est parti, Marine. Alors, intéressant. Donc, on a une petite majorité de oui. Faites-vous de la recherche utilisateur pour alimenter votre carnet de produits. On a 12 personnes qui disent oui, on a 10 personnes qui disent non, donc c'est quand même pas terrible. On a un je ne sais pas. Et faites-vous tester vos prototypes, c'est à peu près les mêmes ratios et un je ne sais pas. Voilà, ce sont les mêmes ratios. Donc, très bien, super. Il y a une question de Anan qui dit que Steve Jobs a voulu dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Steve Jobs? Il a juste voulu dire ne demandez pas aux gens d'imaginer les solutions de demain. Voilà, parce qu'ils ne sont pas capables de les trouver. C'est exactement ce que disait Marine avec Henry Ford, c'est de dire si j'avais demandé aux gens, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides ou je ne sais pas quoi, plus de chevaux. C'est la même chose, c'est de dire la révolution, c'est-à-dire le nouveau produit de demain, ce n'est pas les gens qu'on va interroger qui ont des problèmes qui vont vous le trouver.
C'est ça. Voilà, c'est ça qu'il disait en fait. Steve Jobs avait un gros ego. C'est un autre sujet. Alors, notre tips du pro, parce que forcément, quand on veut mettre en place la recherche utilisateur au sein de ces projets, surtout dans une entreprise dont la maturité UX et la maturité dans sa transformation en est à ses balbutiements, c'est un peu compliqué. Il y a toujours de la résistance dans tout ça, parce que très souvent, on a peur, on n'ose pas aller rencontrer le client, l'utilisateur final. On se dit, on ne veut pas aller le déranger. Donc, ce qu'on vous préconise, c'est au début donc d'aller justement d'utiliser la technique des petits pas. La première étape, c'est de commencer par faire sa recherche utilisateur auprès des employés de première ligne. Les employés de première ligne, ce sont les employés qui sont en contact direct avec les utilisateurs finaux. Donc, ça peut être les commerciaux, par exemple, les personnes qui sont au SAV. Et on va aller les questionner, justement, en leur disant, tiens, tes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils te remontent au quotidien? Pour quels problèmes ils viennent te voir en particulier? Et on va commencer à les sensibiliser à la recherche utilisateur. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ces personnes-là deviennent nos amis, nos alliés, et on pourra passer par eux éventuellement pour poser quelques questions aux utilisateurs finaux, vu qu'eux sont en contact direct. Et on va faire en sorte que ces personnes-là, à long terme, deviennent les ambassadeurs justement des utilisateurs et de la recherche utilisateur. Une fois que ça, c'est plutôt bien huilé, qu'on a commencé à récolter quelques feedbacks des utilisateurs, on va passer une autre step qui va être le fait de mixer donc ces employés de première ligne avec quelques utilisateurs. Donc là, on va leur demander, est-ce que tu pourrais organiser une réunion avec quelques utilisateurs, que je puisse aller les questionner, ou si je peux aller les observer in situ, c'est encore mieux, c'est l'idéal. Et là, nous, notre job, ça va être de capturer des verbatims. Ce qu'on vous préconise fortement, parce que ça a beaucoup plus d'impact après au niveau de la gestion, quand on leur diffuse ce que les utilisateurs peuvent dire, c'est de capturer sur format audio ou vidéo ce que les utilisateurs peuvent dire justement sur le produit qu'on est en train de construire. Et pareil, ce qu'il faut se dire à chaque fois, c'est, nous on appelle ça, c'est de l'évangélisation. Ça fait partie, en fait, la recherche utilisateur, le fait de marteler le message, c'est de l'évangélisation UX. Donc, communiquez à chaque fois. Dès que vous avez des grands enseignements, communiquez-les à toutes les parties prenantes du projet, c'est hyper important. Et c'est là qu'ils vont voir la valeur, en fait, de la recherche utilisateur. Et la dernière étape, et quand on en arrive à là, c'est génialissime, c'est de créer ce qu'on appelle une cellule utilisateur. Ça va être de pouvoir créer une cellule d'ambassadeurs, en fait, qu'on viendrait interroger. Donc, l'idée serait d'en avoir quand même plusieurs, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui soient sollicités, parce qu'au bout d'un moment, ils connaissent le produit parfaitement, donc les résultats peuvent être un peu biaisés. Et le but, c'est de se réunir avec ces utilisateurs, cette cellule, au minimum une fois par mois. Et après, quand vraiment c'est bien rodé, ce qu'on préconise, c'est toutes les 2 semaines, justement, d'aller vraiment être dans l'itératif à fond. Et juste pour ceux qui croiraient que ça c'est de la théorie et ça n'arrive pas dans la pratique, moi je viens du monde bancaire, donc à l'origine. Le monde bancaire, c'est quand même le monde où on ne veut pas aller parler à nos utilisateurs pour leur demander un peu leur avis. On n'aime pas trop ça, surtout quand ce sont des grosses banques. Je ne dis pas quand ce sont des petites banques un peu modernes, etc., ça passe, mais des grosses banques historiques, on n'a pas trop pour habitude de faire ça. Et pourtant, je peux vous assurer, on a réussi à mettre en place sur un produit de leasing des expériences utilisateurs. On allait voir sur le terrain, on les mettait en situation in situ, comme dirait Marine, avec leur téléphone portable et la nouvelle application qu'on leur avait développée, à essayer de trouver la voiture, de la démarrer, etc. etc. Voilà. Donc, c'est faisable. Moi, pour rajouter, j'ai travaillé juste avant, j'étais en mission pour une grande assurance en France, et ils avaient fait un mix entre l'étape 1 et l'étape 3, c'est-à-dire que tous les 2 ou 3 mois à peu près, ils réunissaient, ce qu'on travaillait sur des produits en interne à l'assurance, donc pour l'expérience employée. Et en fait, on faisait appel à des managers. Il y avait une cellule de managers qui avait été créée, et c'était nos employés de première ligne. Et on faisait appel à eux justement pour les questionner sur les employés, justement, leurs collaborateurs et tout ça. On utilisait cette technique-là. Donc, c'était un mix d'étape 1 et de l'étape 3. Et maintenant,
Donc, on a vu qu'on pouvait intégrer la recherche utilisateur dans le processus d'idéation du produit à différentes étapes. On a vu que c'était hyper important de rencontrer son utilisateur en vrai. Et on a vu aussi notre tips du pro, la technique des petits pas. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque on va passer dans la production, dans la création d'un prototype, du produit qu'on va, on va mettre les MVP, mains dans la première version du produit. Voilà. Voilà. Est-ce que vraiment tout va se passer en douceur, comme on l'imagine? Et là, on va essayer de répondre à la question d'Inès. Est-ce que l'intervention de l'UX se fait au début de chaque sprint, etc. Est-ce que ça ne va pas ralentir le déroulement du sprint, etc., etc. Donc, on va essayer d'y répondre, Inès. Donc là, on va rentrer dans notre dernière partie du webinaire. On va commencer par une petite vidéo, comme d'habitude. Alors, attention, accrochez-vous, elle décoiffe. Bonjour, je m'appelle Marc-André, moi je suis PO d'une squad et j'aimerais aujourd'hui passer à un gros coup de gueule parce que mon UX, il a encore changé toutes ses fucking maquettes. Franchement, honnêtement, je sais pas sur quoi il travaille. Je pense qu'il a aussi connaissance de certaines demandes, de certains besoins clients que même moi, je suis pas au courant alors je suis PO quoi. Je suis sûr qu'on va devoir redévelopper plein de widgets qu'on est déjà en train de développer sur nos sprints courants là. Ça va nous retarder et en plus de ça là, ça sera pas à lui à justifier ces fucking retards au niveau de la direction. Mais à part ça, franchement, tout va bien. Tout va bien. Franchement, j'adore mon UX. Hello, moi c'est Emmanuel et je suis design lead dans ma squad et en ce moment je peux vous dire ça se passe plutôt bien. Je suis en contact avec les clients, je leur montre mes maquettes, on les modifie à la volée, en plus on essaye d'être vachement innovant, original, on rajoute des petites animations, franchement le produit devient super cool. Ensuite j'intègre leur charte graphique, je leur transmets, et puis je package tout ça, et puis je transmets tout ça à mon PO qui lui s'occupe du reste. C'est comme ça qu'on travaille ici. Franchement, c'est un beau métier. J'ai une belle reconnaissance de mes clients. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est que il y a souvent des gros écarts entre ce que je fais sur mes maquettes et ce qui est livré par les développeurs. Pourtant, je pense que c'est pas bien sorcier. Je pense qu'il faut pas être tant compétent que ça. On peut tout faire en développement et ça, tout le monde le sait. On a Romain qui dit « je pleure de rire », c'est si réel. Mais oui, on vous dit c'est que du véridique ce qu'on vous partage. Même les tips qu'on vous donne, on a pu à un moment donné l'expérimenter sur le terrain. Donc, Alors, on va attaquer un dernier sondage. Moi, j'avoue, j'adore cette vidéo. On va attaquer un dernier sondage. C'était plus facile avant quand on faisait du flash. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. On va attaquer un dernier sondage. Je vous ai envoyé le petit lien. C'est le dernier, c'est la dernière partie de notre meet-up. Accrochez-vous pour la fin. Une petite minute, s'il vous plaît, pour vos réponses. Prenez le temps Il faut que je la partage à mon équipe. On va vous partager, oui, tout ça. On va essayer de vous envoyer tout ça. Prenez le temps de répondre et de lire. Oui, absolument. Donc, la dernière partie, c'est vraiment sur qu'est-ce qui se passe dans le sprint. Ça y est, on est parti, on commence à écrire le produit, on a commencé à se mettre d'accord sur un MVP, c'est parti, le premier sprint démarre, le deuxième, le troisième. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va bien ou pas? Pas forcément, mais on va vous donner des conseils pour que ça aille mieux. Je regarde si ça commence à s'activer dans les réponses. Oui, ça s'active. Ouh, oui. Ok. Intéressant. Comme on commence à avoir des réponses, voilà, ouais, ça marche. Je vais commencer à passer sur la partie présentation. Alors, pourquoi c'est une histoire d'âne tout ça? Alors, je ne suis pas en train de dire que les agilistes et les UX sont des ânes, pas du tout. Je suis juste en train de dire, regardez ces deux petits ânes, ils ont tous les deux envie de manger la même botte de foin. Donc, ils tirent sur la corde, et là, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont collaborer tous les deux, aller manger la petite botte de foin à gauche, puis après la petite botte de foin à droite. Donc, il y a une espèce de séquentialité qu'on va devoir mettre en place, et on va devoir tous céder sur cette séquentialité. Et ça ne se dit pas séquentialité, ça se dit un séquencement, je suis désolé. Vas-y Marine. Est-ce que tu peux nous dire justement oui. là, les solutions du sondage, s'il te plaît? Ah, tout de suite maintenant? Alors,
On a une nette préférence sur les spécialistes UX/UI se plaignent souvent d'être trop contraints par la technique. Et juste derrière, on a les maquettes sont impossibles à développer et ou non adaptées. Le troisième qui arrive très haut aussi, ah oui, alors celui-là, oui, celui-là, il marche bien. Le troisième qui arrive très haut aussi, ce sont des écarts entre les besoins capturés côté UX et ceux côté PO. Et finalement, on a 6 réponses sur les 2 qui restent. Les UX changent régulièrement de maquette sans prévenir et les PO manquent de transparence sur les activités UX, UI inversement. Donc, les 3 premiers sont maquette impossible à développer, spécialistes UX qui se plaignent d'être contraints par la technique et beaucoup d'écart entre les besoins capturés côté UX et ceux côté PO. Curieusement, personne n'a répondu « tout est parfait chez moi ». C'est bizarre. Ça tombe bien. Mais C'est ce qui parti. est intéressant, c'est que justement, là, pour le premier, il y a des problèmes au niveau des maquettes. C'est pas forcément, il n'y a pas de connaissance du produit et tout ça. Justement, dans cet acte-là, on va vous donner des solutions pour répondre à cette problématique. Et il y avait la troisième, c'était laquelle? J'ai un trou de mémoire. La troisième, c'était les écarts entre les besoins capturés. Non, ça, tu l'as dit? Non, alors les écarts, Ouais, les justement, je rebondis sur ce qu'on a dit au tout début. L'UX et le PO doivent être un tandem, en fait. Ils doivent vraiment dialoguer entre eux et pour que l'UX travaille en co-construction avec le PO et donc voilà. Et donc, on va regarder un petit peu tout ça de près. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on décortique le process agile avec de l'UX? Eh bien, on va se rendre compte quand même qu'on a deux choses, deux espèces de phases là qu'on va essayer d'organiser ensemble. La première étant le sprint delivery. Sprint delivery, c'est simple, c'est le sprint tel qu'on le connaît tous. C'est développer, tester, livrer des fonctionnalités dans le produit, récupérer le feedback de nos utilisateurs. Voilà. C'est très simple, tout le monde connaît. Le product discovery, moins connu des agilistes, par contre très très connu des UX, c'est d'aller rechercher, concevoir et valider de nouvelles expériences pour les utilisateurs sur notre produit. Comment ça va se passer? Alors, regardons ce petit schéma à droite. On voit qu'on a une partie jaune, donc teintée UX, avec un espèce de cycle, et puis des phases. Donc, on va zoomer dessus après. Puis en dessous, on a des sprints. Et comme vous voyez, à la fin d'un cycle de Product Discovery, on va alimenter un sprint, le troisième. Pourquoi? Parce qu'on vous conseille de commencer le Product Discovery avec environ 2 sprints d'avance sur le sprint dans lequel vous voudrez implémenter la fonctionnalité qui sera analysée, qui sera découverte. 2 sprints d'avance, c'est une moyenne. Des fois, ça peut être plus, parce que des fois, la recherche utilisateur peut prendre pas mal de temps, des fois moins. Suivant la complexité, en fait, du besoin ou de la fonctionnalité qu'on cherche à développer ou de la problématique à laquelle on cherche à répondre. Mais en moyenne, 2 sprints, c'est pas si mal. Et ce qui va se passer, c'est que vos UX/UI, ils vont partager leur temps entre faire leur recherche et leur conception dans la partie Product Discovery, mais aussi aider les développeurs dans le sprint delivery, répondre à leurs questions, tout comme le PO répond à leurs questions parce qu'il a du temps à passer avec l'équipe. Et également, un petit tip qu'on vous donne, c'est demander aux UX de préparer les scénarios de démo, donc les démos qu'on fait en sprint review, avec les développeurs. Vous allez voir, vos démos, elles vont exploser, elles vont être beaucoup plus intéressantes parce que l'UX a le côté « je me mets à la place de l'utilisateur, donc j'écris une histoire, etc. etc. » Les développeurs, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler en sprint, donc ils vont développer de nouvelles fonctionnalités dans le sprint delivery. Mais ils vont également réaliser des études de faisabilité sur les solutions proposées dans le product discovery. Et puis, et ça c'est une chose qui est très très importante, ils vont participer au test utilisateur si possible. Alors, vous allez me dire, ah ouais, non, mais alors, participer au test utilisateur, c'est compliqué parce que ça prend du temps. Déjà, les démos, c'est long, les rituels agiles, c'est long, etc. OK. Essayez de les faire tourner sur les tests utilisateurs, d'en envoyer un à chaque fois. Moi, je peux vous dire un truc, j'ai fait l'expérience dans ma vie, c'est d'aller regarder derrière l'épaule d'un utilisateur qui utilisait mon outil. Et bien, je peux vous dire que j'ai été surpris de voir la manière dont il utilisait, les raccourcis qui s'étaient créés, comment ils utilisaient tel écran alors qu'on ne l'avait pas du tout conçu comme ça. C'est très intéressant parce que finalement, après, le développeur, ça va l'amener à proposer des solutions, des façons d'implémenter qui seront peut-être beaucoup plus adaptées à l'utilisateur. Donc, envoyez-les aux tests utilisateurs. Si vous ne pouvez pas les envoyer aux tests utilisateurs, ou parfois ils ne peuvent pas y aller, faites en sorte que l'UX fasse une restitution de sa recherche utilisateur à minima à toute l'équipe. Donc, rajoutez un petit peu ce temps de partage. Bien sûr, le PO, il ne fait pas que du sprint delivery, il participe au product discovery. Encore une fois, PO, UX, tandem de choc.
J'ai juste envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit, Mmh. que quand tu avais observé l'utilisateur qui faisait, complètement autre chose, il faut toujours se dire qu'un utilisateur, à un moment donné, il peut être amené à détourner l'usage, primaire qu'on avait imaginé. Donc nous, en tant qu'UX, notre job aussi, eh ben, c'est d'imaginer des scénarios d'usage un peu improbables de l'utilisateur, comment il ferait pour, utiliser cette fonctionnalité de façon tout autre. Ça nous permet d'anticiper aussi des scénarios et de répondre encore mieux Voilà, derrière à des problématiques qui pourraient se poser. absolument. Et je vais répondre à la question d'Anan dans ma prochaine slide. Donc, elle me demande, est-ce qu'il faut conduire le Product Discovery en dehors des sprint delivery? Non, il faut le faire en parallèle. Et en fait, ça va s'apparenter à ce que vous connaissez tous, les agilistes là, qui sont autour de cette table, à ce qu'on appelle l'affinement, le raffinage, le raffinement, chacun utilise son terme, du backlog ou le backlog grooming. C'est quelque chose qu'on fait en parallèle des sprints. C'est quelque chose sur lequel on conseille d'inviter régulièrement les développeurs pour qu'ils puissent donner leur avis. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait un petit peu de test-driven development, de choses comme ça, ou de BDD, on parle de Tree Amigos. Dans les Tree Amigos, on a tendance quand même à mettre les développeurs. Donc, faisons-le en parallèle et réservons une partie du temps sur nos équipes de développement pour participer au Product Discovery. En fait, le Product Discovery, c'est rien qu'un gros Kanban, donc un process, quoi, tout simplement, avec des étapes, hein, et qui va s'arrêter au ready, la fameuse definition of ready, le ready to dev. Donc là, on vous en a proposé un, c'est pas forcément celui-là que vous devrez faire, celui-là c'est un classique parce qu'il suit les différentes étapes du Product Discovery. Je vais vous l'expliquer rapidement, mais encore une fois, adaptez-le à votre contexte. Première étape étant, je définis mes requis. C'est là où je vais faire ma recherche utilisateur et je vais écrire les problèmes des utilisateurs, les besoins des utilisateurs. Je vais prendre en compte les requis d'affaires en termes de rentabilité, choses comme ça, puis les requis techniques également que je pourrais avoir. Deuxième phase, ça va être la modélisation. Je vais modéliser des personnages, je vais les enrichir si je les avais déjà, avec les nouveaux problèmes auxquels ils font face. Je vais commencer à construire mes parcours utilisateurs, faire de l'architecture d'information. Et la troisième étape, j'attaque l'idéation. L'idéation, c'est ce qu'on retrouve dans les ateliers 6 to 1, on va faire un Crazy 8, donc ça, c'est tous des ateliers de facilitation classique UX que vous pouvez utiliser pour faire ça. Et là-dessus, je me Ouais. permets, Bah oui, bien sûr. ce qui est génial en tant qu'UX, c'est d'animer justement, de faciliter cet atelier-là, le 6 to 1 ou Crazy 8, et d'inviter les développeurs à générer des idées. Parce que les développeurs, ils connaissent très bien leurs produits, ils connaissent très bien les complexités techniques, donc ils vont être plus à même de pouvoir concevoir justement les fonctionnalités, d'imaginer les fonctionnalités qui vont répondre aux problèmes de l'utilisateur. Et pour l'anecdote, moi, une fois, j'ai fait un atelier comme ça avec une start-up où il n'y avait que des techniques, que des développeurs. Et ils m'ont dit, donc on a fait un atelier de 2h30, et ils m'ont dit, Marine, en 2h30, tu nous as fait gagner 3 mois de développement. Donc c'est énorme, surtout pour une start-up, c'est énorme. Donc n'hésitez pas, en tant qu'UX, si vous animez, si vous facilitez cet atelier-là, eh ben d'inviter les profils techniques, les scrums, les PO et tout ça. Plus on est fou, plus on rit et on brainstorm à fond. Étape 4, vous allez prototyper, croquis papier, wireframe, etc. Je vous passe le détail. Faites des tests utilisateurs à la fin de l'étape 4. Rappelez-vous, testons nos prototypes auprès des utilisateurs. Étape 5, c'est là où les UI arrivent avec les maquettes haute fidélité, les maquettes pixel perfect, le design system, on va créer les icônes, etc. Et étape 6, la validation. N'oubliez pas de faire des derniers tests utilisateurs. N'oubliez pas de restituer vos découvertes à l'équipe. Et n'oubliez pas la fameuse definition of ready. Vas-y, Marine. Et oui, parce qu'en fait, finalement, mon product discovery, il s'arrête lorsque la découverte elle est acceptée par l'équipe, donc c'est faisable, hein, lorsque le PO a rempli, le product owner a rempli le backlog avec les nouveaux récits. Troisièmement, lorsque les nouveaux récits sont compatibles avec la definition of ready. On vous conseille de mettre dans votre definition of ready des éléments du X ou du Y. Par exemple, ne pas commencer un dev tant que je n'ai pas la maquette, des choses comme ça. Deux derniers tips qu'on vous donne qui sont très importants. Conserver un backlog commun. L'équipe doit garder de la visibilité sur la progression de toutes les activités, que ce soit les activités UX, UI, les activités dev. Donc, gardez un backlog commun pour toutes ces activités. Ne séparez pas les backlogs. Et la deuxième chose qu'on vous propose, c'est de construire une bible du produit. Une bible du produit, c'est un référentiel documentaire dans lequel vous allez mettre tous les livrables UX, UI, persona, maquette, résultats de test, tout ça, et toute la documentation fonctionnelle du produit.
vous allez versionner ces documentations avec, si vous êtes sur une application, le code de l'application. Vous pouvez le faire sous forme de wiki, un Confluence, whatever, il n'y a pas de problème là-dessus. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet déjà d'onboarder plus facilement les nouveaux arrivants. Et puis, vous avez un endroit où tout le monde a accès à l'information et l'information, elle est cohérente avec le produit. Et là, il n'y aura plus de souci de se dire que justement l'UX ou l'UI ne connaît pas les contraintes techniques du produit parce qu'il y aura accès. Par contre, ça demande vraiment de mettre à jour de façon régulière cette Bible produit. Ce n'est pas en se disant, ça y est, on l'a créé une fois. Non, il faut venir l'alimenter à chaque fin de sprint, par exemple. Alors, il y a une question, on parle d'un système de design. Kevin, est-ce que tu peux développer un petit peu plus? Que là, je ne sais pas si c'est hors contexte avec la slide. Je ne suis pas sûre de comprendre. Donc, si tu peux développer un petit peu plus, et on pourra revenir dessus. Ouais, on va revenir sur ta question. Dernier tips pour ce rituel, dernière chose qu'on partage avec vous, et là c'est un cadeau qu'on vous fait, on vous propose d'intégrer un nouveau rituel à vos rituels agiles. Alors rappelez-vous, vous avez le sprint planning 1, le daily scrum, la sprint review et la rétro, ça fait 4. On vous propose d'en rajouter un 5e. On l'a appelé le rituel horizon, et c'est le premier rituel un peu teinté d'agile pour nos amis les UX. Et oui. Au même titre que les entreprises vont travailler sur des concepts car futuristes, vous savez, ces voitures qui sont complètement dingues et tout, et certaines ne sortent pas, certaines sortent au bout de 3 ans, 5 ans, etc. Et ben, les spécialistes UX, ils vont réfléchir continuellement à une expérience idéale, ils vont se projeter dans le produit. Ce qu'on va vous proposer, c'est de faire des rituels tous les 3 mois avec votre commanditaire, donc avec vos parties prenantes et l'équipe produit également. Pourquoi? Pour proposer des initiatives qui viendraient soit du commanditaire, soit de l'équipe technique, soit n'importe qui, et de les proposer sous forme de maquette. Pas besoin de vérifier si c'est faisable techniquement. L'idée, c'est juste de rêver. Essayez de voir l'attrait exprimé par les parties prenantes. Est-ce qu'ils adorent? Est-ce qu'ils ont des étoiles dans les yeux? Est-ce que bon, ils s'endorment et tout, machin, whatever. Ceux pour lesquels ils sont vraiment hyper impressionnés, vous les gardez et vous allez les rentrer dans le fameux Product Discovery. Donc, ça permet quoi? Ça permet de remettre l'innovation au cœur de la démarche et surtout de créer une cohésion d'équipe autour d'une ambition qui fait rêver. Essayons de voir plus loin que le MVP, puis le MMF1 et le MMF2, etc. Essayons de rêver ensemble plus loin et de ne pas se mettre de contraintes. C'est ce rituel horizon, on vous l'offre en cadeau à la fin. On a une petite fiche qui vous explique comment le dérouler. On a donc fini notre meet-up. On va juste revoir ce qu'on a vu sur ce dernier acte. Le fameux Product Discovery en parallèle avec le Sprint Delivery, le backlog produit et la Bible produit commun et le rituel horizon. Et maintenant, c'est à vous. Il n'y a plus qu'à. J'ai juste envie de répondre là. Du coup, Kevin, merci d'avoir précisé. Donc, le design system, ce n'est pas la Bible de produit. Le design system va être à inclure dans la Bible du produit. Ça va être une des composantes. En fait, la Bible produit, c'est vraiment le point central où dedans, il va y avoir les contraintes techniques, il va y avoir pour les développeurs, la partie plus technique, des détails sur le code. Il va y avoir tous les résultats de la recherche utilisateur, les parcours d'expérience, les personas, les résultats des tests utilisateurs. On va centraliser, pourquoi pas, les maquettes à cet endroit-là. Donc, ça va être ça, en fait, la Bible produit. C'est le point central. Tu nous montres les petits cadeaux, Marine? Oui, alors, donc c'est pas tout à fait fini puisqu'on vous l'a dit tout au compte-gouttes de se dérouler. Donc, on vous offre quelques cadeaux. Le premier, c'est justement, on sait qu'on vous a donné énormément d'informations. Donc, on a fait un poster récapitulatif justement des grandes étapes du déroulé d'un projet, en fait, avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, on a refait un grand poster qui récapitule tout ça. On vous offre aussi la fiche rituel horizon, on vous explique pourquoi le faire, quand, comment, avec qui, qu'est-ce qu'il faut pour faire au mieux cet atelier, ce rituel horizon. Et enfin, justement, le jeu de cartes, le set de cartes avec les règles du jeu, des 2 vérités, un mensonge, agilité et UX. Vous retrouverez ces cadeaux dans le chat. Voilà. Et pour répondre à la petite question de Hanan, c'est quoi ce rituel horizon? Est-ce que c'est une technique connue dans le monde des UX agiles? Non, pas du tout. C'est nous qui l'avons inventé. Donc, en anglais, on peut se trouver un mot, je ne sais pas, le horizon ritual, je ne sais pas, mais bref.
lâchez-vous, créez votre nom en anglais, mais c'est quelque chose qu'on vous apporte, qu'on a inventé complètement. Voilà, Voilà. c'est nous qui l'avons créé de nos propres mains chez Maltem, Canada. Avez-vous d'autres questions? Autre question, vos sprints sont sur combien de temps? Ah oui, alors ça c'est une bonne question. Kevin, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Donc je vais la prendre, cette question, parce que c'est vraiment une question Oui. agile. Ça dépend du contexte. La question qu'il faut te poser, c'est tous les combien c'est pertinent d'avoir des retours des utilisateurs. On conseille généralement de commencer sur quelque chose comme 2 semaines. Mais parfois, on va s'apercevoir que 2 semaines, c'est un peu trop court. Donc, on va passer à 3 semaines. Pourquoi on va passer à 3 semaines? Parce qu'on n'arrive pas à livrer de la valeur en 2 semaines. Peut-être parce que notre contexte technique est trop compliqué ou il demande beaucoup de validation, beaucoup de choses. Et donc, on ne peut pas. Moi, ce que je vous conseillerais, et puis d'ailleurs, on n'impose rien du tout au niveau de ce séminaire, c'est d'essayer d'avoir les sprints les plus petits possibles pour avoir le plus souvent des retours des utilisateurs, mais maintenant de prendre en compte vos contraintes techniques et de vous assurer qu'à chaque fin de sprint, vous livrez de la valeur. Si vous n'arrivez pas à en livrer à chaque fin de sprint, augmentez d'une semaine la durée de vos sprints. J'espère que j'ai répondu à ta question. En fait, on donne un cadre, mais après, vous êtes libre aussi de mettre des arrondis au bord du cadre et tout ça. Bien sûr, c'est à vous oui, tout à fait. Ah, de c'est bon, gérer. ok. Lâchez-vous sur les questions, c'est parti, C'est le n'hésitez moment. pas. Combien on a de personnes? Je me demande si on ne peut pas le faire à l'oral. On a quand même pas mal de personnes. Oui, Après, si vous voulez Marine, prendre la Olivier, parole. vous avez tellement bien répondu aux questions au fur et à mesure. Donc, s'il y a des gens effectivement qui se sont gardés des questions pour la fin ou qui voulaient préciser des choses, c'est vraiment le moment de nous en faire part. Ah, on vient d'avoir une question. Ça va faire des tests. Alors, si on veut faire des tests qualitatifs individuels, UX avec un modérateur par exemple, à quelle étape les feriez-vous? Je ne suis pas sûre de comprendre qu'est-ce qu'un modérateur. Si tu veux, Valérie, tu peux prendre la parole. Hein, tu peux. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Ben, premièrement, merci beaucoup pour tout ce partage. Donc, dans un contexte, par exemple, où on voudrait faire des tests UX, un modérateur avec un utilisateur, là, du one-to-one, avec un mobile ou un desktop, une maquette fonctionnelle, puis on enregistre et tout, avec des questions beaucoup plus précises, des questions d'appréciation, pas juste si on réussit la tâche, mais s'ils aiment, s'ils ont d'autres commentaires. Je me demandais dans ce que vous avez présenté, le sprint discovery ou le sprint delivery, à quel moment vous le feriez? Parce que c'est très dispendieux, ça demande beaucoup de... Il faut engager un modérateur si nous, on n'est pas outillés, ou il faut le faire à distance, par exemple, présentement, avec le contexte. Fait que nous, on se demande, parce qu'on est là des fois, on se dit, à quel moment on le fait? Parce que c'est le recrutement des participants, par exemple, qui doivent répondre à des critères du persona. Alors, c'est pour ça qu'il existe notamment une technique qui s'appelle le guérilla, la méthode guérilla, où je te dis un exemple, si tu travailles sur un produit qui va répondre à des problématiques employées, tu vas, ton UX designer, donc si tu as un UX designer dans ton escouade, il va prendre 1 heure ou 2 heures, peu importe, et il va aller dans les bureaux. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu compliqué, mais il va envoyer un mail à une équipe de l'entreprise. Et il va dire, voilà, j'ai besoin de toi pendant 15-20 minutes. Et sur Teams, on fait un partage d'écran, ça fonctionne super bien. Des tests utilisateurs à distance, moi, j'en fais régulièrement et ça fonctionne très bien. Donc, tu peux utiliser la technique de guérilla. Après, tu peux faire les choses de façon plus protocolaire. C'est vrai que ça va prendre un peu de temps, mais une fois que tu es rodé dans ta gestion, tu as déjà tes gabarits de mail quand tu vas inviter tes utilisateurs, tu l'envoies. Moi, ce que je préconise, c'est si tu veux rencontrer 5 utilisateurs, envoie 10 invitations pour être sûr d'avoir au moins la moitié de personnes qui vont te répondre favorablement pour participer à tes tests. Mais c'est au début en fait que c'est un peu plus long. Mais si tu fais appel à un UX, l'UX, il connaît son job. Donc, le protocole de test, c'est lui qui va écrire les questions, qui va écrire les scénarios à tester. Enfin, il va coécrire avec le PO
il va dessiner le scénario qu'on cherche à tester. Et après, il va poser ses questions et c'est lui qui va aller interroger les utilisateurs et tout ça. Ça va être l'UX, le modérateur, en fait. OK. OK, ben merci, Marianne. Avec plaisir. Et j'ai une autre question de Anan qui me dit pourquoi Horizon est le nom choisi pour ce nouveau rituel? Eh bien, parce qu'on a été créatif, on avait envie de l'appeler comme ça. Encore une fois, c'est nous qui avons inventé. Mais c'est parce qu'on se disait, c'est bien de regarder à l'horizon, de regarder au loin. Et c'est vraiment un rituel qui permet de rêver, de se projeter, etc. Donc, on trouvait que le nom Horizon était bien trouvé. Voilà. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez le renommer. Il n'y a aucun problème. Hein. Franchement, c'est... On n'a pas de copyright dessus ou quoi que ce soit. C'est ça. Je vous ai remis le poster AgileUX en haute qualité parce que je vous l'avais donné en basse qualité. Je me suis trompé de fichier, excusez-moi. Donc prenez le PDF, il est mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. On est vraiment là pour y répondre. Prenez le micro, hein, si vous voulez. Prenez le micro, faisons ça bien. Ah, l'UX orchestre le sprint review. Ouais. Donc, c'est lui qui prépare les test cases. Ah non. Ah oui, d'accord. OK. Non, il ne prépare pas les test cases. Il prépare la sprint review. Donc, la sprint review, ça va être une démo qu'on va faire. Enfin, c'est pas que c'est une sprint review, mais dedans, il y a une démo qu'on fait à nos parties prenantes pour retenir du feedback. Et ces démos, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux développeurs de les faire. C'est très intéressant d'avoir un UX qui arrive et qui aide le développeur à scénariser sa démo. Et donc, à apporter un petit peu un storyboard ou une chose comme ça, une histoire à raconter. Tiens, alors tu vas dire, je suis un utilisateur machin, je me connecte pour la première fois sur l'application, paf, je ne sais plus mon mot de passe, comment je fais? Vous voyez, l'UX, il va apporter toute cette façon de transformer le message en un message qui soit compréhensible pour l'utilisateur final. C'est tout ce qu'on dit. Il ne se substitue absolument pas au rôle de QA ou de testeur ou de quoi que ce soit. J'espère que j'ai répondu à ta question, Inès. Le PO est garant de la valeur du produit. Oui, il dispose de la vue sur des statistiques, des budgets, des besoins d'affaires. Quelle serait la bonne approche pour inclure la vision UX sans entrer dans un conflit d'intérêts? Alors, Alain, tu peux prendre le micro? Je veux bien que tu nous redises ça un petit peu à l'oral, parce que je ne suis pas sûr de savoir répondre à ta question comme ça. Bon. Alain, tu peux activer ton micro. Tu as le droit. Peut-être qu'il n'en a pas de micro. Ah oui, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de micro. Bon, je vais essayer de répondre. Donc, je répète la question. Le PO est garant de la valeur du produit et dispose de la vue sur tout ce qui est statistique, budget, besoin d'affaires, etc. C'est vrai. Quelle serait la bonne approche pour inclure la vision UX sans entrer dans le conflit d'intérêts? Eh bien, c'est en les faisant travailler en tandem. C'est ce qu'on a essayé. Ah, je n'ai pas de micro. Bah ouais. Ok, Alain, pas de souci. C'est de les faire travailler en tandem. C'est de les faire se rendre compte, notamment par la sensibilisation, que finalement, un produit qui serait peut-être très rentable d'un point de vue argent, monnaie, ou qui répond aux besoins de l'entreprise, d'affaires, etc., mais qui n'est pas du tout désirable, il ne va pas être utilisé. Donc, on aura peu d'utilisateurs, donc on aura peu de contrats peut-être qu'on va faire sur ce produit, donc peu de rentrée d'argent. Donc, in fine, il est plus rentable. C'est un exemple, hein, mais c'est très important en fait, qu'ils travaillent main dans la main sur les différentes étapes. Donc, on a vu quand on vous a montré le serpent, là, avec les différentes étapes de l'idéation, c'est à ce moment-là vraiment qu'on construit notre vision produit jusqu'à l'alimentation du backlog. Et c'est là qu'il faut inclure l'UX et le PO, et il faut qu'ils animent ça tous les deux. Oui, complètement. Et typiquement, quand on est dans la phase d'idéation, on a donné l'exemple de la Product Box, mais des phases d'idéation pour être dans quel concept on veut mettre derrière notre produit et tout ça, on peut, moi c'est ce que je fais à chaque fois dans mes ateliers, j'ai toujours un moment de priorisation des idées et les priorisations se font en fonction de 2 critères. Le critère utilisateur. Est-ce que c'est quelque chose qui va être justement utile, utilisable, enfin surtout désirable aussi et qui va répondre à une problématique réelle de mes utilisateurs? Et d'un point de vue business aussi, on va répertorier par rapport à des critères business. Donc, par contre, ces critères-là, en tant qu'UX, quand moi quand je prépare mes ateliers, justement, je les imagine en amont. Donc, je ne les imagine pas toutes seules parce que forcément, les critères business, je ne les connais pas tous. Donc là, je fais appel au PO
qui lui, est partie prenante de ça. Et ensuite, à la fin de l'atelier, toutes les idées, on va venir les prioriser en fonction justement des besoins utilisateurs et des besoins business. Donc Alain, on espère avoir répondu à ta question. Et il y a Jean-Luc aussi dans le chat, merci à toi. Il a publié un article sur le guérilla utilisateur, les tests en mode guérilla. Donc je pense que ça creuse. Merci Jean-Luc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ceux qui ont posé des questions et auxquelles on n'a peut-être pas bien répondu, je ne sais pas, veulent rajouter quelque chose ou compléter leurs questions? N'hésitez pas. Merci Marcella. Oui, avec grand plaisir. Très apprécié. Merci pour la réponse. Est-ce que les UX devraient faire partie des Daily Scrum ou plus considérés comme stakeholders? Alors, je vais donner mon avis là-dessus, qui va peut-être en choquer quelques-uns. Tout comme le PO, l'UX devrait faire partie du Daily Scrum. Pourquoi? Pas pour contrôler le travail qui est fait, absolument pas, mais parce que l'UX, il va avoir des choses à faire. Par exemple, s'il doit aider le développeur ou valider quelque chose d'un point de vue graphique ou répondre à des questions de développeurs, il faut qu'il sache. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'il soit présent au Daily Scrum pour entendre ce genre de choses. Donc, pour moi, oui, il faut inviter l'UX au Daily Scrum. Ouais, et puis il peut y avoir aussi des problématiques techniques qui viennent du jour au lendemain qui peuvent arriver. Et c'est important que l'UX ou que lui ait connaissance de ces problématiques au jour le jour pour justement rectifier le tir, lui, de son côté, quand il est soit dans sa conception, soit aller interroger les utilisateurs. Alors attention à bien garder la partie résolution du problème en dehors du Daily Scrum, pour ne pas étendre vos Daily Scrum. Le Daily Scrum, c'est juste la synchro, mais il faut que l'UX soit au courant de tout ça et qu'il puisse lever la main en disant « Attends, je vais venir t'aider sur tel truc. T'inquiète, on voit ça après. » On l'a bien dit. Attendez, je vais pas retourner tout en arrière parce que ça peut être long. Mais on l'a vu en fait quand donc l'UX designer il travaille ici sur le product discovery. Mais là en fait à ce niveau-là, il est aux côtés aussi des développeurs. Donc quand il y a les sprint delivery. Donc oui, c'est important qu'il soit présent dans les Daily Scrum. J'ai une question. Ouais, vas-y. Comment vous faites pour que vos PO et vos devs ne soient pas frustrés parce que les UX et UI font des changements sur les maquettes? Ce qu'on s'entend, on est dans une technique agile, donc à quelque part, la technique agile, elle ne vaut pas seulement pour les développeurs, mais elle vaut également pour le UX qui prend de l'expérience à travers le processus agile. Puis ça amène parfois des changements de direction. Oui. Comment vous faites pour enlever cette frustration-là au niveau du processus? Je peux répondre, s'il te plaît, Olivier. Quoi? Je peux répondre. Déjà, les agistes ne sont jamais frustrés. Ce sont des êtres incompris. Non, je plaisante bien sûr, Kevin. Oui, ça va arriver, mais tout comme lorsque le PO change une fonctionnalité alors qu'elle a été développée et puis finalement, on s'est un peu trompé, ça ne répond pas aux besoins ou alors il faut pivoter, c'est pareil, c'est super frustrant pour l'utilisateur. En fait, c'est la même chose. Sauf que la différence, c'est que à l'époque, le PO, il était dans l'équipe. Aujourd'hui, les UX, ils ont tendance à être gardés un peu à côté de l'équipe. Donc, ils ont tendance un peu à changer leur truc dans leur coin. Et ça énerve les développeurs. S'ils sont dans l'équipe, que les UX font la restitution des recherches utilisateurs, donc des changements, que les UX partagent le backlog avec l'équipe, etc., finalement, c'est des membres à part entière de l'équipe. On est une seule et même équipe. Il y a moins de frustration et on comprend tous qu'il va falloir retravailler la maquette ou le design parce que finalement, les retours utilisateurs ne sont pas super bons. Et c'est normal, tout comme le PO dirait, il faut retravailler la fonctionnalité parce que finalement, elle n'est pas très bien en termes de productivité, en termes de je ne sais pas quoi, c'est pas terrible et il faut qu'on la refasse. Typiquement, je vais te donner un exemple. Dans l'assurance en France dans laquelle je travaillais juste avant, dès que je faisais un test utilisateur, je faisais ma restitution. Ma première restitution, c'était auprès de l'équipe développement. Et du coup, je faisais en même temps mes recommandations de modification. Et là, justement, on pouvait venir échanger. Il venait me dire, écoute, là, techniquement, ça ne va pas être faisable. OK, est-ce qu'on ne le fait pas au prochain sprint? Vraiment, c'est hyper important, comme on le disait, de garder le lien. Et typiquement,
il peut très bien y avoir un daily Scrum qui soit dédié justement à la restitution des tests utilisateurs et le rallonger un petit peu plus dans ces cas-là. Si on veut éviter de se rajouter des réunions. Ou se mettre un petit temps après ou avant le daily Scrum pour la restitution des tests utilisateurs, plutôt après. Sortons-le du truc. Tout comme en daily Scrum où au début, on aime bien regarder un peu les statistiques pour comprendre où on en est sur le sprint, sur le produit, machin, etc. Prenons un petit temps pour partager ces informations-là, qui sont des informations plus qualitatives. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Kevin? Bien sûr. Merci. Ah, super. Avec plaisir. Avec plaisir. D'autres questions? Ouais, on prend toutes les questions. Lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Après, si vous en avez d'autres, vous pourrez garder contact avec nous, c'est avec grand plaisir. Voilà, on va vous mettre à disposition la présentation si vous voulez trouver nos contacts, etc. Enfin, vous n'hésitez pas, et puis comme ça, vous aurez l'intégralité du contenu qu'on vous a présenté. Alors, d'autres questions peut-être? Oui, je vois qu'il y a Tristan qui a son micro d'allumé, mais je ne sais pas si c'était pour se lancer, pour nous poser une question, ou si c'était tout simplement un oubli de sa part. C'est avec plaisir, Anna. Et le fait de faire souvent des changements durant le sprint, ça gêne un peu l'approche agile. Est-ce que toujours les changements maquettes se font lors du sprint suivant? Oui, alors, oui, évidemment. Oui, c'est pour ça En fait, finalement, ce type de changement, Inès, vois-le comme un affinage du backlog. C'est-à-dire que, rappelle-toi, une des valeurs de Scrum, si on reprend en Scrum, si on est sur du Scrum, je simplifie, on fait du Scrum, machin et tout. Une des valeurs, c'est de rester focalisé sur le sprint. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne s'amuse pas à changer le périmètre du sprint sans arrêt. C'est pareil, on ne s'amuse pas à changer les maquettes sans arrêt. Si à un moment donné, on se rend compte en milieu de sprint qu'on a fait une grosse bêtise et qu'il faut vraiment changer la maquette, ça va être une négociation entre le PO, l'UX et les développeurs pour dire, ok, d'accord, on veut bien refaire ça, on veut bien changer ça, mais en échange, on ne fait pas ça, etc. etc. Et on s'ajuste ensemble. Tout comme lorsqu'on prend du retard sur notre burn down et qu'on est en train de se rendre compte qu'on ne va pas atteindre la fin du sprint, on négocie avec le PO en disant qu'est-ce qu'on peut retirer, parce que tu comprends, on va être un peu short. Voilà. Donc c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Et moi, j'ai envie de rebondir aussi, d'où l'intérêt de ce qu'on disait de garder 2 sprints d'avance. Ça permet aussi d'anticiper ces problèmes-là. C'est-à-dire que là, on a fait, admettons, on a travaillé sur imaginer une fonctionnalité. On a fait tout notre processus en tant qu'UX. Et on aura fait des maquettes qu'on aura testées auprès de nos utilisateurs. Donc, on aura amélioré ces maquettes-là. Et une fois qu'on aura validé vraiment les choses, là, on va pouvoir l'envoyer au prochain sprint. Donc, d'où l'intérêt quand même de garder minimum 2 sprints d'avance pour éviter ces problèmes de devoir tout changer au dernier moment, justement. Alors, je vais prendre d'autres questions. Ah, super, Inès. Marine, juste avant qu'on se quitte, on a un problème, je pense, sur le fichier PDF du poster Agile UX. Moi, quand je l'ouvre, il me dit il y a une erreur en ouvrant ce document. Donc, moi j'ai ça. Donc finalement, je vais regarder l'autre qu'on vous a mis en JPEG là. Est-ce qu'il est lisible? Ouais, mais c'est une ancienne version, celui qui est en JPEG. D'accord. Bon, on va se débrouiller pour vous le rééditer et vous l'envoyer. Parce que apparemment, le fichier PDF. Moi, je l'ai ouvert tout à l'heure. Toi, tu l'as ouvert? Et il fonctionnait, donc je ne sais pas. Ok, donc je vais essayer de le re-uploader. Excusez-moi, je teste après. Voilà, bravo. Il faut mieux tester avant. Moi, j'ai testé, ça fonctionne chez moi. Mais en même temps, il vient de chez moi. Donc, Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non. Juste pour info, on vous a mis aussi toute dernière slide, on vous a mis les liens utiles, justement le rapport Standish Group et le rapport de Walmart. On vous a mis c'est quoi la différence entre un persona et un proto-persona, comment on fait une product box, comment on fait une proposition de valeur, des exemples de prototypes, parce qu'on l'avait expliqué aussi tout à l'heure, les prototypes, ça peut prendre des formes totalement différentes. Et on vous a donné l'exemple du prototype de Dropbox. Ils ont été testés justement leur concept auprès de leur cible en faisant une vidéo très simple.
Et c'est là qu'en fait, ils ont découvert que le produit allait vraiment plaire, qu'elle allait être adoptée. C'est là qu'ils ont eu leur argent. Parce que quand ils sont allés voir les business angels d'abord, et les business angels ont rigolé un petit peu en disant « Ah, ça ne marchera jamais, personne ne voudra mettre ses photos d'enfants et trucs sur Internet, c'est trop dangereux. » Et puis ils ont fait la petite vidéo, puis ils avaient mis un lien sur la vidéo, ils ont eu 60, je ne sais plus combien de milliers d'inscriptions en un soir. Et ils sont retournés voir leur business angel en disant « Et là, les business angels, ils ont fait « Je signe !» Donc voilà. Donc ça, c'est la bonne histoire. Et je vous ai remis le poster Agile UX. J'espère que cette fois-ci, il marche. Normalement, ça devrait être bon. De toute façon, s'il y a vraiment un souci, vous pourrez revenir vers nous. Et puis, ouais, il marche. pour être sûr, on remettra les liens en même temps que l'enregistrement sera partagé. Voilà. Merci Janine, c'est bien apprécié. On a peut-être le temps pour une dernière petite question avant de vous libérer. Enfin bon, après, vous partez quand vous voulez, mais je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a encore une question, on serait ravi de la prendre. Prenez le micro si vous voulez. Ouais. Ça fait plus interactif, plus humain. Ouais. On manque de contact humain. Ouais. Merci beaucoup. Plaisir, Kevin. Mais sinon, entre-temps, je veux vraiment prendre le temps de vous remercier, Olivier, Marine. C'était vraiment super intéressant, votre conférence. Merci beaucoup d'avoir préparé ça pour nous. Merci aussi à tout le monde qui était là. Donc, comme on disait pour les questions, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Exactement. On a même pensé à une autre étape, une suite justement à cette conférence. Plus interactive, où on vous ferait travailler. Donc, voilà, en mode atelier. Ça donne du poids à mon discours. Ah, bah j'espère, Antoine. En tout cas, viens nous voir s'il ne t'écoute pas. On passera des coups de fil. Moi, Antoine, je suis curieuse. C'est dans la team UX, team Agile? Ouais, Antoine, si tu peux prendre le micro, on serait ravis de… Oui, je m'excuse, je n'ai pas compris la question. Ce que tu disais, ça va avoir du poids en interne, mais tu as besoin d'affûter ton discours plutôt profil agile, tu es, ou profil… Non, en fait, je venais surtout voir quel était le discours, puis comment vous argumentiez, dans le fond, toute la collaboration entre les UX et les différentes équipes et dans un contexte agile. Puis, c'est un discours que j'ai, moi, à l'interne depuis 4 ans et on est parti de très loin. Alors, ça progresse, les gens sont très sensibles, puis c'est vraiment intéressant de voir ça aller, mais là, moi, je considère qu'on est rendu à une autre étape, donc il faut mettre un peu plus la main à la pâte. C'est intéressant, c'est vraiment bien. Super. N'hésite pas, si tu as des questions, reviens vers nous. Ouais, n'hésite pas, on peut répondre en dehors, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Oui, Kevin, tu as raison, il faut être team produit. C'est exactement ça. Team produit, c'est ça, ouais. Bravo, Kevin, je pense que ça résume bien le truc. C'est exactement ça. Gabriel, tu as adoré les gifs. Je pense savoir qui est Gabriel. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Ça a été un grand plaisir déjà de l'animer et un grand plaisir de le co-construire avec nos équipes agiles et nos équipes UX. C'est là qu'on se rend compte de la force de nos expertises. Du groupe. Ouais. L'intelligence collective, ouais. Complètement. Et puis un plaisir de travailler avec toi aussi, Olivier. On s'aime maintenant. Vous voyez, au début, on pouvait pas l'avoir. Hein. Oh là là. Mais maintenant, ça a changé. On peut plus se passer l'un de l'autre. Voilà. Merci. Encore merci à Agile Montréal. Merci Agile Montréal. Merci à tous. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous et on vous retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle conférence sur Agile Montréal. Ouais. Excellent. Merci à vous encore. Je ne sais pas comment vous êtes au travail, mais vous êtes une équipe formidable d'animation. C'est gentil. Puis merci à tout le monde. Donc, je vous invite à rester aux aguets pour une deuxième édition de cet événement prochainement. Donc, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir.